Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce forum de la presse. L'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudéni enfin effective. Sécurité, un camp de l'armée malienne a été attaqué mardi. Bilan 5 morts du côté des Fama. Une autre attaque cette fois-ci du côté de Tessalit. Les casques bleus ont subi des attaques justement, nous en parlerons. Également l'opération Panga qui a mené des patrouilles pendant une dizaine de jours sur la bande frontalière Mali-Burkina Faso. Nous en dirons 2 mots. Une marche de protestation contre la dissolution de la FEMAFOOT a eu lieu hier à Bamako. Nous en parlerons dans ce forum de la presse. Les multiples grèves tendent-ils vers une fin après l'arrêt du mouvement de grève du secteur de la santé qui a duré plus d'un mois? Les négociations seront en cours avec les syndicats enseignants. Nos invités pour faire le point de l'actualité de cette semaine sont Yehya Tandina, journaliste de l'ORTM Tombouctou, il sera au téléphone. Souleymane Drabo de Lessor sera également au téléphone. Badou Escobar du Carrefour est avec nous dans ce studio, ainsi qu'Abdoulaye Fofana de l'Indépendant. Je suis Mamadou Fofana, de l'Indépendant. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. Après 4 reports, l'installation des présidents des autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudéni a enfin eu lieu hier. Les 2 présidents Boubacar Ould Hamadi et Hamouti Ould Sidi Ahmed ont été officiellement investis dans leurs fonctions. Écoutons Hamata Agelmedi, chargé à la communication du Congrès pour la justice de l'Azawad CJA. Les autorités intérimaires ont été effectivement installées ce matin et c'est contre la vie et c'est contre la volonté du CGA et de la population de Tombouctou. Le CGA, à l'issue du Conseil des ministres passé, a pris connaissance d'un décret qui nomme au niveau des commissions, au niveau des conseils de gouverneurs, mais le CGA estime que ces doléances n'ont pas été prises en charge. La population de Tombouctou et de Taoudéni aussi sont dans la même position. Donc nous pensons que cette mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou contre la vie de ces populations et contre la vie du CGA, qui a une force considérable dans ces régions-là, c'est pour moi en tout cas une erreur dont les conséquences ne seront pas comptables au CGA. Donc nous estimons que c'est vraiment très insuffisant pour nous et ça peut quand même créer éventuellement des problèmes dont le CGA ne sera pas comptable. Yehya Tandina, vous êtes journaliste à l'ORTM Tombouctou. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Alors, comment s'est déroulée justement cette cérémonie d'investiture, si on peut l'appeler ainsi, des présidents des autorités intérimaires de Tombouctou? Le CGI avait laissé entendre que ça ne se passerait peut-être pas. Oui, effectivement, toute la nuit d'ailleurs, les communautés étaient restées sur leur faim, pensant qu'à tout moment, il pouvait y avoir des coups de feu ou autre moyen de se faire entendre. Et par la baraka des saints et puis par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé. D'abord, les nuits étaient calmes, la veille était calme, et ensuite le matin également, tout le monde s'est dirigé vers le conseil régional et à notre grande surprise, la notabilité, la société civile, celle de Tombouctou et de Taoudéni se sont toutes dirigées vers le conseil régional. Et en plus, la délégation était venue en parfaite harmonie, la délégation nationale venue de Bamako avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ensemble des partenaires du Mali, mais aussi le chef de file de la médiation, l'ambassadeur de l'Algérie. Donc c'était vraiment la fête à Tombouctou d'une façon pour dire que ça s'est bien déroulé. Alors quelle est la perception de la population tombouctienne justement, une fois que ces autorités intérimaires ont pu être installées après 4 reports, je le rappelle? Effectivement, après 4 reports, je crois que actuellement, parce que les Tombouctiens étaient trop pressés de voir quand même cette institution voir le jour, parce qu'on s'est dit que tout le blocage situé au nord, c'est peut-être parce que les 2 régions n'ont pas pu installer leur autorité et Taoudéni son collège. Donc, ce qui posait problème pour enclencher le développement et puis surtout les mesures sécuritaires auxquelles les populations aspirent beaucoup aujourd'hui.
Et donc aujourd'hui, les populations font beaucoup d'espoir sur l'installation de ces autorités intérimaires afin qu'on puisse booster cet aspect sécuritaire d'abord, ensuite parler de développement. Merci. Badou Escobar, vous êtes journaliste au Carrefour. Vous avez entendu le chargé à la communication du CJA. Il semble que les revendications de ce groupe n'aient pas totalement, en tout cas, été prises en compte. Finalement. Ce qu'il vient de dire est un peu contradictoire parce que Abbas Ag Mohamed Ahmad, qui est le leader du Congrès pour la justice de l'Azawad, a dit effectivement que les autorités intérimaires ont été installées, ils ont été bien installés, que leurs revendications ont été prises en compte. Et pour ma part, je dirais que ce que lui vient de dire est-il réel? Est-ce qu'il est en contact avec les leaders du Congrès de la justice pour l'Azawad? Parce que lors de l'installation des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudeni à Tombouctou, il y avait le représentant de la MINUSMA Cohen Davis, il y avait le haut représentant du président de la République Mamadou Diagouraga, il y avait le gouverneur de Taoudeni Abdoulaye Al-Kadi, il y avait le gouverneur de la région de Tombouctou Koima Ag Mohamoud, il y avait Alassane Ag Moussa, le ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale. Donc ils étaient tous là, ils ont participé à l'installation de ces autorités intérieures. Donc ce qui donne une certaine crédibilité, ce qui donne une certaine autorité à ces autorités intérieures. Je pense que ce que lui vient de dire peut-être est le début d'une scission au sein du Congrès pour la justice de l'Azawad. Merci. Nous avons également en ligne Souleymane Drabo de l'Essor. Bonsoir Monsieur Drabo. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que la gestion de ces deux cités, Tombouctou et Taoudeni, n'irait pas sans problème si certains des groupes tels que le CJA ne sont pas totalement satisfaits? Oui, c'est un épisode qui est symptomatique de la multiplication des centres de décision au sein des groupes armés. Depuis quelques mois, la CMA se distingue par une fragmentation de sa composition. Chaque communauté reprend ses billes et essaye de tirer bénéfice de la situation actuelle pour les membres de sa propre communauté. Et c'est ainsi que la CJA a même été créée. Donc, le CJA, qui, je le rappelle, est une dissension du MNLA. Voilà, c'est ça. Et ça crée une cacophonie et ça crée une multiplication d'interlocuteurs qui aboutit, comme on a vu aujourd'hui, à des points de vue multiples sur le même problème. Parce qu'en fait, je pense que si la mise en place des autorités intérimaires a pu avoir lieu à Tombouctou, c'est qu'un accord à minima au moins a été obtenu, puisque même le siège militaire de la ville de Tombouctou a été levé entre-temps. Donc, les personnalités qui sont venues ont obtenu beaucoup de garanties qui justifient leur présence sur place. Pour Taoudeni, c'est vraiment un autre problème parce que c'est le président, la personne qui devait prendre la présidence, qui était contestée par, je peux dire, deux aventuriers qui prétendaient à ce poste-ci. Donc c'était très très différent de la situation à Tombouctou où c'est la CJA qui revendiquait des postes au sein des différentes instances de l'accord de paix et des autorités intérimaires. Merci M. Drabo. Mamadou Fofana de l'Indépendant à présent. Alors finalement, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque sur la gestion aujourd'hui de Tombouctou et de Taoudeni, en tout cas quand il s'agit des autorités intérimaires? Et est-ce qu'il faudra éventuellement négocier avec les futurs groupes qui naîtront aussi? Parce qu'il n'est pas à exclure qu'il y aurait éventuellement d'autres groupes qui vont se former, d'autres scissions probablement de certains groupes. Est-ce qu'il faudra les prendre en compte et comment? Bon, moi je crois qu'il faudra un moment pouvoir s'arrêter. Je crois qu'il y a eu trop de surenchères. Maintenant qu'on s'achemine vers l'installation définitive, je dirais. Je crois que moi, je n'explique pas cette position qui vient d'être émise par le porte-parole du CJA. Je crois qu'il faut pouvoir s'arrêter un moment.
Moi, je crois, donc vous parlez des groupes, d'autres groupes qui vont se créer, qui vont essayer de vouloir avoir leur part du gâteau. Je crois que franchement, l'État, à un moment, il faut pouvoir s'arrêter. Parce que sinon, on ne va pas sortir de cet imbroglio. Bon, c'est pour certains, franchement, ils ne voient pas le temps. Alors que le temps presse, franchement, l'accord, il faut qu'on y aille. Et le président, je crois qu'il reste un peu moins un an. Je crois que franchement, il faut 15 mois. Moi, je crois que franchement, il faut pouvoir s'arrêter. Il faut arrêter un peu ces surenchères. Mais c'est quand même une avancée notable qu'on ait finalement pu installer des autorités intérimaires dans l'ensemble de ces régions concernées. Non, mais bien sûr, c'est une grande avancée. Je dirais, c'est pas pour les régions nord seulement, c'est tout le Mali. Parce qu'en réalité, le pays est arrêté à cause de la surenchère, des surenchères de tels groupes, de groupuscules d'ailleurs, je dirais souvent. Parce que souvent, on ne sait même pas. Moi, je serais heureux de savoir quelles sont encore les revendications, qu'est-ce qui n'a pas été satisfait. Je crois qu'on a créé des postes de conseils spéciaux. Et c'était pour quand même que le CGA vienne. Je crois que le Conseil des ministres a été très clair. Bon, même si on ne connaît pas les détails, mais je crois que franchement, il faut pouvoir s'arrêter un moment. Merci. Yaya Tandina, du côté de Tombouctou, apparemment le mécanisme opérationnel conjoint n'est toujours pas fonctionnel au niveau de Tombouctou, ni Taoudeni d'ailleurs. Yaya a peut-être le temps de pouvoir joindre Yaya Tandina Badou Escobar du Carrefour. Comment se passe justement la sécurisation de ces autorités intérimaires, étant donné que le MOC n'est pas encore opérationnel au niveau de Tombouctou et Taoudeni? Puisque le MOC n'est pas opérationnel au niveau de Tombouctou, naturellement, pour la protection des autorités intérimaires, on va se rabattre d'abord sur les forces armées nationales, ensuite sur la MINUSMA, puisque la MINUSMA, pratiquement, c'est elle qui sera la garante de l'installation de ces autorités intérimaires. Et peut-être les groupes armés eux-mêmes vont aussi s'atteler à la protection de ces autorités intérimaires, parce que ces autorités intérimaires aussi sont issues de leur rang. Merci. Yaya Tandina est en ligne à nouveau. Yaya, comment se passe cette sécurisation au niveau de Tombouctou et de Taoudeni de ces autorités intérimaires, cette sécurisation qui, on l'avait dit, incombe au MOC? Oui, donc il fallait quand même installer ces autorités intérimaires avant de voir comment mettre en place le MOC, mais je sais que les conditions préalables quand même sont réunies. Je crois que les hommes qui doivent être au sein de ce MOC ont été déjà répertoriés. Il s'agit maintenant de le rendre opérationnel surtout pour la région de Taoudeni où tout est à construire. Je crois que c'est là que le problème se pose. Mais par rapport à Tombouctou, je crois que c'est fort possible avec le MOC que les autorités intérieures puissent déjà commencer les jours à venir. Mais par ailleurs, juste par rapport au sujet précédent, parce qu'il y avait une direction de la ligne, moi je voulais agir parce que je disais que effectivement à chaque chose a sa limite. Je crois qu'au niveau de la négociation, la MINUSMA même a été un moment plus clair avec l'ensemble des groupes en disant que c'est fini au moment où les armes parlaient, du moment où l'accord a été signé, plus entendre les armes parler. Et ça, c'est un premier aspect. Et quand on l'entend, finalement, les leaders peuvent être interpellés à la justice. Ça a permis aussi aux leaders de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Mais au niveau du CGA, je sais qu'ils ont été pris en compte dans beaucoup de choses. Et ça, le ministre l'a confirmé à Tombouctou. Donc, je crois que c'était la raison pourquoi, à 6 heures du matin déjà, ils avaient quitté leur position à Tombouctou pour rejoindre leur base. Donc, je voulais quand même ajouter ceci. Donc, il n'y a pas seulement les négociations, mais il y avait aussi une certaine pression de la communauté internationale. Et le Mali aussi voulait montrer qu'à un moment donné, il faudrait quand même prendre ses responsabilités. Yaya, quand on suit un peu vos posts sur les réseaux sociaux, il y aurait éventuellement des risques de création d'autres groupes armés? Oui, parce que des tendances allaient se former, parce que les gens ont vu la persistance du CGA. Donc, moi, je ne veux pas en réalité parler de ce groupe, mais je savais qu'il y avait déjà des dissidences qui voulaient eux aussi aller prendre position quelque part pour se faire entendre et pour avoir. Finalement, c'était du chantage. Donc, je crois que si on ne faisait pas vite, on risquait de tout perdre. Merci. Quelques secondes de
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse. Souleymane Drabo à présent. Alors, Souleymane Drabo, on a entendu qu'il y a des risques de création d'éventuels groupes, qu'il y aurait éventuellement des risques de création d'autres groupes armés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est surtout la grande priorité de ces autorités intérimaires aujourd'hui au niveau de Tombouctou et de Taoudéni? Je crois que l'éclairage qu'apporte Sandina en tant qu'acteur sur le terrain, c'est un éclairage précieux. Effectivement, comme il le dit, depuis la création du CGA, cette création contenait même les germes de séparation, parce que peu de temps après cette création, il y a eu un changement à la direction du mouvement et il y a des gens qui ont repris leur vie. Donc, c'est effectivement probable que d'autres forces s'organisent, se créent et que l'événement se continue. Mais la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou, c'est un grand pas en avant d'effectuer. Maintenant, il faut aller vite. Et aller vite suppose qu'on mette rapidement en place le MOC et qu'on lance les patrouilles mixtes. Et ça, c'est parfaitement possible parce que depuis très longtemps, le gouvernement a envoyé tout le matériel nécessaire à Tombouctou pour équiper ces patrouilles mixtes. Et maintenant que les groupes armés ont déposé aussi leur liste et que le nom des combattants est connu, c'est juste un problème de regrouper les gens, de leur donner un minimum d'entraînement et de les lancer dans la sécurisation d'abord de la ville de Tombouctou, et comme on fait à Gao, et ensuite progressivement de s'étendre l'activité à la région. Maintenant pour Taoudéni, c'est vraiment un autre problème parce qu'à Taoudéni, sur le plan des forces armées. Souleymane Drabo, on a vu que cette attaque a été revendiquée par Iyad Agali. Est-ce à dire qu'il garde encore une grande capacité de nuisance dans ces parties du pays, surtout avec le nouveau mouvement Nostra al-Islam al-Muslimin? Oui, effectivement, la création de ce mouvement impose à ces promoteurs, si vous voulez, de faire la preuve de leur existence et de leur nocivité. Donc, c'est ce qui explique les attaques menées à Goumaraous notamment. Je crois que la relation que Tamina vient de faire suffit largement à comprendre ce qui s'est passé sur le plan opérationnel. Moi, je voudrais rebondir sur cette attaque pour évoquer la force que se propose de mettre en place le G5 Sahel et dont le ministre Diop a discuté avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine cette semaine. L'Union africaine a accepté le concept d'opération, il a accepté que 5000 hommes soient déployés et surtout il a accepté que dans le mandat, explicitement dans le mandat de cette force, que cette force soit destinée à combattre le terrorisme. Donc, ce que la MINUSMA et surtout Barkhane ont fait à Goumaraous préfigure un peu ce qu'on va demander à cette force du G5 Sahel lorsqu'elle va être mise en place. Et donc, ça devient vraiment une urgence d'avoir cette force en complément sur le terrain pour nous permettre de faire reculer le terrorisme dans le nord de notre pays. Merci. On a vu également l'opération Panga, cette opération militaire conjointe transfrontalière entre les armées du Burkina Faso, du Mali et l'opération Barkhane de la France qui s'est déroulée du 27 mars au 10 avril. Plus de 1200 hommes Badou Escobar, 200 véhicules, une dizaine d'hélicoptères, des chasseurs bombardiers Mirage 2000 et des drones ont mené pendant plus de 2 semaines des fouilles de village en village. Ils ont fouillé à peu près 2500 km² dans la forêt de Ferro. 2 individus tués, 8 interpellés. Est-ce que l'envergure de l'opération et le bilan n'est-il pas un peu maigre pour l'envergure de l'opération? Non, le bilan n'est pas du tout maigre. Je trouve que l'opération a été une satisfaction totale parce que ça a permis
aux populations de sentir la présence de l'État. Vous savez que la nature a horreur du vide, que ce soit du côté du Burkina dans la province du Soum, que ce soit du côté du Mali dans la région de Mopti, une partie de la région de Tombouctou, il n'y a aucune autorité. La nature a horreur du vide. Donc avec cette opération conjointe, Barkhane, les forces armées maliennes et les forces armées burkinabées, on peut dire que la moisson a été belle. 2 terroristes tués, 8 terroristes arrêtés, et des dizaines de suspects livrés aux autorités burkinabées. C'est quelque chose qui a sali. Encore une fois, cette opération a prouvé que sans Barkhane, et nos armées ne peuvent rien faire. Donc c'est le lieu de rendre hommage à la force française Barkhane. Cette force, si elle n'avait pas existé, il fallait la créer. Madame Fofana, vous êtes d'accord avec cela? Sans Barkhane, on ne peut rien faire. Et par rapport d'ailleurs au bilan comparativement à l'envergure de l'opération. Moi, je trouve le bilan trop maigre. En réalité, c'est pas, je crois que déployer un tel armada pour si peu de résultats, franchement. Mais comme a dit mon collègue, ça peut rassurer quelque part les populations. Si on revient, moi je vous dis, sans Barkhane, bon, je ne le dirai pas. Il faut saluer ce qui s'est fait sur le terrain par nos forces armées de sécurité. Mais le problème, on en revient à l'éternelle question de l'équipement. Moi, je connais, j'ai été à Gourmand-Raouz quelques fois, j'ai été à Tissalit, le nord Kidal, je connais un peu. Je veux vous dire franchement, quel que soit le nombre de militaires qu'on va déployer, si ce n'est pas les moyens aériens, on n'aura pas de choses. La différence entre Barkhane et les FAMA, c'est quoi? C'est l'air. C'est un peu, ou bien les moyens aériens. Donc je crois que franchement, revenons vraiment à cela. Parce que on ne fait pas face à une rébellion organisée. C'est des groupuscules, des gens en moto, 3-4 personnes qui viennent s'attaquer à 6 personnes qui viennent en moto s'attaquer à nos forces armées. Donc quand tu vas essayer de ratisser une zone où pratiquement tu peux même dépasser ces gens-là, vraiment à dos de chameau ou autre là, non, vraiment, moi je crois que ça ne peut pas donner de résultats. Il faut équiper nos forces armées et puis voir le problème à long terme. Parce qu'en réalité, Barkhane, c'est pas éternel. Moi, je crois que Barkhane peut, du jour au lendemain, retourner. Ou bien, bon, je crois que avant cette période, je ne sais pas, quand il y a les élections en France, on ne sait pas quelle sera la position du nouveau président. Donc moi je crois que franchement, revenons à l'équipement. Si la communauté internationale empêche le Mali de se doter en hélicos de combat, vraiment, nous implorons cette communauté afin qu'elle nous autorise, comme a dit le président de la République une fois, que cette communauté nous autorise à acquérir des moyens aériens. C'est ça seulement la solution pour moi. Merci. Yaya Tandina, une autre solution que la conférence d'entente nationale a eu comme recommandation est de négocier avec Iyad Agali et Amadou Koufa. Pensez-vous que ce sont des options qu'on peut mettre sur la table aujourd'hui? Bon, en écoutant quand même les populations de Tombouctou, les gens pensent qu'en communiquant avec lui, on peut l'écouter, l'entendre, qu'est-ce qu'il veut. Mais si réellement il se campe sur sa position... Mais on sait ce qu'il veut, déjà. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, donc j'ai dit maintenant qu'on essaie de l'écouter. Mais je sais que Iyad n'est pas ce genre d'individu qui change tout de suite. Et du moment où il a été déjà embobiné dans ce grand monde où la charia reste le seul instrument de travail pour eux. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'il peut du jour au lendemain accepter, parce que même s'il le fait, c'est lui qui serait menacé par les autres. Et surtout qu'aujourd'hui, pour qu'il ne puisse pas accepter autre chose, c'est pourquoi les autres groupes se sont fusionnés et pour lui donner toute cette responsabilité. Aujourd'hui, donc c'est difficile pour lui, même si lui il est partant, c'est pas facile que AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'accepte, ou bien que Koufa, qui est déjà un autre... qui est déjà radicalisé aussi. Donc ce serait un peu compliqué. Mais il est bon écouter les populations, c'est que les populations désirent. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, de toute façon, voilà. Donc on ne peut que nous en tenir à une guerre de longue haleine. Merci. Une
Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le Forum de la presse. Souleymane Drabo à présent, journaliste au quotidien national L'Essor. Monsieur Drabo, que pensez-vous du bilan de cette opération Panga qui a mobilisé plus de 1300 hommes, plus de 200 véhicules, plus de 10 avions? Oui, c'est vrai que le bilan chiffré de l'opération peut sembler maigre. Mais je pense que l'objectif premier de ce genre de grand déploiement, c'est d'une part psychologique, c'est à la fois pour sécuriser les populations, et comme disent les chefs de barricade, c'est pour enlever aux terroristes leur zone de confort, pour les déranger dans leur zone de confort, les empêcher de monter des actions, les obliger à se cacher. Donc il y a un double objectif, à la fois trouver des caches d'armes, arrêter les quelques personnes qu'on peut arrêter, et rassurer la population en même temps. Donc, et ce genre d'opération, j'ai écouté les autres intervenants, effectivement, ça met en exergue deux choses. Et comme a dit Fofana, c'est l'appui aérien qui est nécessaire aux troupes. Et dans le cas d'espèce, il n'y a que Barkhane qui ait les moyens, effectivement, d'assurer une couverture aérienne qui permet de sécuriser les hommes au sol et d'aller plus vite dans la traque des terroristes. Le deuxième facteur, c'est le renseignement. Et encore une fois, même si la MINUSMA commence à prendre conscience de la valeur du renseignement dans ce qui se passe au nord, c'est les Américains et les Français qui recueillent le plus grand nombre de renseignements sur le nord du Mali et sur la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et donc c'est sur la base des renseignements des Français et des Américains que tout le monde opère dans le secteur. Donc l'appel est lancé, si vous voulez, à nos pays pour qu'ils s'organisent dans ce secteur, pour s'ils veulent vraiment combattre avec leurs propres forces les terroristes qui écument ces secteurs. Merci Mamadou Fofana. Parlons à présent de football. Une marche pour soutenir le comité exécutif de la Fédération malienne de football a eu lieu hier. Les marcheurs sont allés de la Bourse du Travail à la primature. Cette marche, dit-on, a été organisée par le collectif des 13 clubs de la Ligue 1, des clubs de deuxième division, des centres de formation de football, des clubs féminins de 5 ligues de football et des supporters de certains clubs. On va écouter avant toute chose Bissi Sangaré de la commission d'organisation de la marche, des propos recueillis par Oumar Ouaïgalou. Bon, l'être de la marche d'aujourd'hui, ce n'est qu'autre chose, c'est pour que notre football puisse revenir à nous-mêmes. Donc on est venu voir le Premier ministre par rapport à cette situation parce que le Mali est suspendu il y a à peu près 1 mois et quelques jours. Donc nous sommes sortis de toutes les activités footballistiques. Donc nous sommes venus voir le Premier ministre par rapport à cette situation pour qu'au moins ce qu'il essaye de voir dans son gouvernement, comment le ministre des Sports peut revenir sur sa décision. Nous sommes vraiment satisfaits et il nous a rassuré de la situation. Et je peux même dire que le Premier ministre avait déjà pris le pas avant nous. Parce qu'il vient de nous dire qu'il est dans une visite entre les institutions. Il vient de quitter l'Assemblée nationale et il a même en parlé au président de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que lui, il a pris le pas avant nous. Je vous résume la situation. On a dit seulement qu'on veut que le football revienne à nous. Vraiment qu'on soit vraiment, le ministre revienne à sa décision. Et c'est tout. Pour que moi, on puisse jouer au ballon. Parce que c'est ce que la FIFA a dit. Alors Mamadou Fofana, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on attend de marcher contre justement cette décision de suspension de la FEMAFOOT? Bon, merci. Moi, j'aurais aimé quand même avoir l'avis de mon confrère, seulement Drabo, parce que quand même c'est le grand spécialiste. Mais on va revenir vers Drabo quand même, tout à l'heure. Bon, en tant qu'observateur un peu éloigné du foot, moi je crois que c'est un problème quand même national, mais le gouvernement quand même, c'est le gouvernement qui a pris la décision, c'est pas le ministre seulement. Donc si le Mali est suspendu, je crois que changement de Premier ministre ou pas, moi je crois que la logique est que le gouvernement continue sur cette lancée, avec le comité provisoire qui a été mis en place. Ce que certains demandent, je crois, c'est la levée, je ne sais pas, c'est de la suspension ou non, pas même, on ne parle même pas de suspension, c'est le retour de l'ancienne équipe. Je crois que c'est ce que certains cherchent. Bon, je ne sais pas comment le gouvernement, en reconduisant le ministre qui a été à la base de cela, si le gouvernement revenait sur cette décision, moi je crois que c'est un désaveu pour l'ensemble du gouvernement.
Alors, Souleymane Drabo, je reviens vers vous, comme le demande Mamadou Fofana. Alors, pourquoi maintenant cette marche? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vague de protestation plus solide? Pourquoi on connaît cette marche maintenant? Et quelle importance d'ailleurs à cette marche? Est-ce qu'il est possible de revenir sur la suspension? Bon, sans manquer de respect aux marcheurs, moi je m'interroge sur la représentativité, sur leur représentativité. Est-ce qu'ils représentent tout bien 13 clubs de Ligue 1 et tout ce qu'ils disent? Parce que la crise que traverse le football malien, c'est une crise qui n'a laissé personne sur le chemin, en fait, qui a embarqué tous les acteurs. Et chacun s'est positionné dans un camp comme dans un autre. Et le gouvernement, à la fin, ne pouvant plus trouver de solutions raisonnables, parce qu'il n'y a aucune personnalité dans ce pays qui n'a pas été touchée pour s'engager dans une médiation. Même le président de la République a eu son mot à dire, le président de l'Assemblée nationale, les notabilités de Bamako, tout le monde a eu son mot à dire et personne n'a pu faire entendre raison aux protagonistes de la crise. Donc, je pense que le ministre, en désespoir de cause, parce que c'est vraiment en désespoir de cause, parce que tout le monde savait déjà les conséquences d'une dissolution du comité directeur de la fédération. Donc le ministre, en désespoir de cause, il n'a pas pris la décision seul, il a dû consulter les membres du gouvernement, il en a parlé au Premier ministre de l'époque, le président même a dû être informé de ce dossier-là, parce que c'est un dossier qui concerne en fait la vie de ce pays-là, tant le football est important sur le plan social dans notre pays. Donc le ministre, je pense qu'après tout ça, il a pris la décision de dissoudre le comité de réserve de la fédération en assumant les conséquences. Maintenant, c'est les solutions qu'il est en train de chercher. En cherchant au niveau de la FIFA, que la FIFA vienne constater sur place, qu'elle mette un comité provisoire de gestion du football malien pour permettre aux compétitions de reprendre et aux équipes de reprendre les matchs internationaux. Bon, mais ce n'est pas acquis d'avance parce que la FIFA comme la CAF ont des positions de principe. Elles ne s'intéressent pas, elles ne veulent pas savoir en fait ce qu'il y a dans le dossier qui a motivé la dissolution. Elles frappent tous ceux qui osent toucher à leur structure dans les différents pays. Bon, mais ça, c'est vraiment un autre débat le temps est trop court ici pour qu'on l'aborde. Merci, M. Drabo. Badou Escobar, c'est également la fin de la grève du secteur de la santé après un mois, une semaine de grève dans les hôpitaux et les centres publics de santé. Le conflit prend fin. Des négociations, les grévistes ont obtenu satisfaction apparemment le 16 avril, mais la grève de l'enseignement continue. Il y aurait éventuellement des négociations en cours. C'est quand même une belle entrée en matière pour le tout nouveau locataire de la primature, non, d'avoir réussi à mettre fin à cette grève de la santé dès son arrivée. En tout cas, il a bien abordé le match et avec les médecins, il a pu trouver un compromis. Avec les anciens, les négociations sont en cours. Ce que j'aimerais dire, vous savez que le corps enseignant est un corps où les problèmes sont nombreux. C'est un métier de sacerdoce. C'est un métier où on vient peut-être pas pour s'enrichir, mais avoir le minimum. Je pense que l'État a déjà fait des efforts. L'État est en train de continuer à faire des efforts. De mon point de vue, les enseignants quand même doivent réintégrer les classes et continuer les négociations pour que les enfants puissent étudier, pour que les examens puissent se faire. Nous sommes pratiquement au mois de mai. Si déjà les anciens ne sont pas dans les salles de classe, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui est sûr et certain, c'est que le gouvernement est de bonne foi. Le gouvernement, sous l'impulsion du nouveau Premier ministre, est déterminé à trouver un terrain d'entente. Mais il faut reconnaître que le problème se pose surtout au niveau de nos universités. Vous savez, nos professeurs d'université, au-delà des cours qu'ils donnent au niveau des facultés de Bamako et de Ségou, ils enseignent dans d'autres universités de la sous-région. Donc, il faut qu'ils prennent en compte tout cela. Vous savez, qu'est-ce que les enseignants disent? Ils disent qu'il faut qu'ils soient alignés, leurs salaires soient alignés sur le salaire de leurs collègues de la sous-région. Mais est-ce que les États ont les mêmes possibilités? Est-ce que les États ont les mêmes moyens? C'est la question qu'il faut se poser.
Merci. Yaya Tandina, du côté de Tombouctou, j'imagine qu'on se réjouit de la fin de la grève de la santé. Et je sais que le Nord a commencé la grève de l'enseignement un peu plus tôt que les autres. Quelle est la perception aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut répondre d'ailleurs à toutes les revendications du corps enseignant, par exemple? Moi, je crois que c'est la partie nord du Mali qui est la plus grande victime parce que d'abord, avant même ces grèves, c'est que la région de Tombouctou, 26 écoles qui n'étaient pas opérationnelles. Et ça, c'est seulement au niveau de la région de Tombouctou, je n'en parle pas au niveau du nord ou du centre. Mais en voyant tout cela, venant s'ajouter encore à cette grève, ça va paralyser quand même les enfants du nord. Et finalement, déjà, il y a eu ceux du Sud qui ont déjà pris le devant. Ils ont commencé l'année scolaire ils ont commencé l'année scolaire bien avant que le Nord, pendant que ces gens-là étaient en grève. Les gens demandaient des conditions pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir mieux dispenser les cours. Mais à un moment donné, je crois que chaque Malien, chaque citoyen doit se poser la question. D'accord, c'est bon de revendiquer, mais de retour, qu'est-ce que moi je dois faire pour le pays? Je crois qu'à un moment donné, ces éducateurs doivent penser quand même au sort de ces enfants. Sinon, ils seront responsables, ils seront comptables de tout ce qui va se passer. Parce que demain ou après-demain, quand on dira que les enfants, ou le Mali n'a plus de cadre, c'est quelle génération? C'est bien cette génération de 2017, 2016-2017 qui ont mis l'avenir de ces enfants comme ça en mal. Moi, je crois qu'ici à Tombouctou, dans la région de Tombouctou aujourd'hui, les parents d'élèves et l'ensemble des partenaires de l'école ont déjà engagé des démarches pour pouvoir faire comprendre ces enseignants, pour trouver une solution locale. Et ça n'a pas abouti, puisqu'ils restent fidèles à leurs compagnons du territoire national. Merci. Donc, voilà. Merci, Tandina Mamadou Fofana. Est-ce que l'année scolaire peut être encore sauvée à ce stade? Bon, je connais pas trop le calendrier, mais je crois que l'année peut être sauvée. Le Premier ministre a demandé une trêve. Moi, je crois que le mot ne doit pas déplaire aux uns et aux autres, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, que ce soit l'ancienne équipe gouvernementale, que ce soit l'actuelle. Je crois que personne n'a une solution miracle. C'est des problèmes financiers, c'est des questions économiques et financières, principalement. Donc moi, je crois que ce que le PM, le Premier ministre, le gouvernement le gouvernement doit essayer vraiment de faire revenir l'ensemble des syndicats, même les syndicats qui ne sont pas en grève, d'observer une trêve et de profiter d'une période pour mettre tout sur la table. Parce qu'en réalité, il y a aussi un problème. Je crois qu'il faut voir, mais seulement malheureusement, ça ne vient pas trop au bon moment. Le pays est en crise sécuritaire et autres. Donc maintenant, alors que les salaires, il faut reconnaître que les salaires, il faut une politique, il faut revoir les salaires. Parce que comme a dit quelqu'un, c'est comme des salaires communistes ou je ne sais pas quoi qu'on est en train de donner aux gens. Alors, bon. Merci. On va donner un tout dernier mot à Souleymane Drabo à propos justement des grandes sociales. Monsieur Drabo, la fin de la grève de la santé, l'enseignement qui continue. Oui, c'est-à-dire que la grève de la santé, effectivement, on a salué, tout le monde a salué la fin, en oubliant qu'il n'y a eu aucune évaluation de la grève, en fait. Moi, je pense qu'il y a eu parce que les services de santé de base ne peuvent pas arrêter le travail pendant plus d'un mois sans qu'il y ait des conséquences dramatiques sur la vie et sur l'existence même des patients potentiels qui sont dans la population. Donc, il ne faut pas qu'une telle catastrophe se reproduise au niveau de l'éducation. Et la catastrophe, elle survient parce que on est en face de radicalisme, des syndicats qui se radicalisent et qui veulent tout de suite. En fait, parmi les revendications des syndicats, il y a des promesses qui avaient été faites de longue date et qui n'ont pas été tenues. Merci, merci, Monsieur Drabo, merci beaucoup.
Merci d'avoir suivi ce forum de la presse. Yaya Tandina, journaliste de l'ORTM Tombouctou, Silman Drabo de l'Essor, Badou Escobar du Carrefour, Mamadou Fofana de l'Indépendant nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Merci messieurs. Cette émission est une réalisation de Ibrahim Aran Diallo, Mamadou Ouattara a assuré la mise en onde, Salim Djouara était à la régie vidéo. N'oubliez surtout pas de contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur, c'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.